Donc je m'appelle Christelle Kedi. Effectivement, j'écris des ouvrages qui sont des essais exclusivement focalisés sur l'histoire de l'esthétique africaine. Donc mon background, c'est que ça fait 15 ans que je suis dans l'industrie de la beauté et du bien-être. Donc ma profession, c'est gérante de spa, c'est comme ça qu'on dit en français, et artiste maquilleur et styliste de photographie aussi. Donc c'est ce qui explique que j'ai écrit des livres en anglais parce que j'ai vécu pendant 14 ans entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Et puis, je suis rentrée il n'y a pas très longtemps, donc en France. Et donc, j'ai recommencé à écrire des ouvrages en français. Sinon, j'ai participé effectivement, puisque je fais partie d'un collectif de femmes africaines chercheurs. Donc, j'ai écrit dans le cadre de la valorisation de la recherche féminine africaine, où là, je parlais justement de l'origine de certaines pratiques de beauté qui sont associées malheureusement à l'Occident, alors que bon, les Africains avaient une civilisation bien avant les Occidentaux. En fait, c'est nous qui leur avons appris à se laver, etc. Donc, c'est ce que je développe dans mes ouvrages. Sinon, brièvement, j'aimerais introduire, en fait, faire comment dirais-je, comme une espèce d'introduction, parce que l'industrie de la beauté paraît très lucrative, mais elle est dominée par une dizaine d'entreprises dont la majorité sont, oui, on va dire, elles font partie du monde occidental, à une exception près, quoique le Japon fait partie de l'Occident. Donc, je pensais au groupe Shiseido, par exemple, qui a racheté, il n'y a pas si longtemps que ça, la marque Nars, qui est une marque de cosmétiques française, entre autres. Donc, c'est un secteur qui paraît boomer, mais qui ne boome pas tant que ça, en fait, puisque à l'heure d'aujourd'hui, si on prend le marché asiatique ou si l'on prend le marché africain, bon, le marché asiatique, à titre informatif, c'est le marché qui est porteur et qui domine l'industrie depuis bientôt 40 ans. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit jamais assez, hein. Donc, ça fait quand même 40 ans que les Occidentaux ne sont plus à la pointe de l'industrie. En ce qui concerne l'Afrique, moi, je fais partie des gens qui pensent que la production de masse de produits, ne fait pas partie du patrimoine culturel de l'Afrique, et ça, c'est quelque chose que je peux aisément démontrer. Deux, que ça ne correspond pas non plus au porte-monnaie des Africains et des Africaines. Et trois, c'est un facteur de pollution plutôt de notre continent, sachant que nous sommes, avec le Brésil, le dernier continent qui possède une forêt primaire. Je pense à la forêt d'Afrique centrale notamment. Euh, Ensuite, le troisième aspect, c'est l'aspect d'éducation, qui est très important parce que autant la consommatrice européenne, la consommatrice asiatique, elle va aller voir un professionnel de la beauté avant d'aller acheter des produits, autant l'africaine, elle achète tout et n'importe quoi, et quand elle va voir le spécialiste, c'est trop tard. Donc, il n'y a pas de confiance par rapport aux spécialistes ou aux professionnels de la beauté, il y a de la confiance par rapport à la production de masse trouvée en supermarché. Donc, c'est un petit peu comme si, pour prendre un médicament, vous alliez tout le temps acheter des médicaments sans consulter le pharmacien ou en évitant le médecin. C'est exactement ce qui se passe avec l'industrie de la beauté, qui donne lieu à des empoisonnements massifs, parce qu'il faut savoir que la deuxième industrie qui empoisonne après l'industrie alimentaire, c'est l'industrie de la beauté. Donc, quand on ne sait pas utiliser un produit, on ne sait même pas ce qu'on achète, ça donne des dégâts euh, qui vont se pérenniser, qui vont se généraliser. Et ça, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer en Afrique, notamment avec tous les problèmes liés à la dépigmentation, aux pratiques du démêlage et du défrisage. Donc, j'insiste bien là-dessus parce que ce n'est pas la même chose, hein. Et voilà. Donc, ça, c'est un petit peu l'état des lieux. En ce qui concerne maintenant le développement de marques et la représentativité des marques afrodescendantes, par exemple dans les circuits de distribution en Occident, je ne vois pas trop la pertinence de cela. La France a 65 millions de personnes. Il y a à peine 5 millions d'Africains, maghrébins inclus. Donc, est-ce que c'est vraiment stratégique pour un distributeur, un grand distributeur français, d'avoir des gammes de produits cosmétiques dites ethniques dans chaque point de distribution? Ça ne marche pas trop comme ça. D'autant plus qu'en Afrique du Sud, ce n'est pas ce qui se passe. À partir du moment où vous avez une minorité eurodescendante en Afrique du Sud, cette minorité s'est organisée pour créer ses propres salons de coiffure, puisqu'ils n'ont pas, ils sont une minorité à l'intérieur d'une majorité qui a des cheveux crépus. Donc, c'est un petit peu la même démarche, peut-être, qui s'opère en Europe. Donc, c'est pour ça, par exemple, que je ne fais pas partie des gens qui se battent pour cette cause d'avoir des produits de
distribution de masse pour les populations ethniques dans le supermarché, puisque en règle générale, notre proportion n'est pas justifiée. Ça marcherait peut-être aux Antilles françaises. Donc voilà, ce sont quelques-uns des facteurs clés de cette industrie. Un tout dernier facteur, c'est le mythe selon lequel alors l'organisation, par exemple, de l'industrie de la beauté en Europe est beaucoup plus ancienne que celle de l'industrie en Afrique. C'est faux. Avant 1953, il n'existait pas de syndicat pour les esthéticiennes et les maquilleuses. Le premier a été créé en 1953 en Suisse. Et le syndicat de la coiffure en Europe, le tout premier, a été créé par Vidal Sassoon en 1960 au Royaume-Uni. Donc ça ne fait pas 60 ans que l'industrie de la beauté au niveau des professionnels s'est organisée en Europe. Donc à titre comment dirais-je, de parallèle, donc comme je l'explique dans mon premier essai qui est écrit en anglais, les Africains avaient un système de coiffeurs par famille et par quartier. En fait, le coiffeur, c'était celui qui amenait les nouvelles d'une maison à l'autre. Donc, ce n'était pas n'importe qui s'occupait des cheveux des gens n'importe comment. Donc, voilà. S'il y a des questions, je serais ravie d'y répondre. Des précisions, peut-être. Merci. Oui, ne pas hésiter à poser vos questions sur le fil, et puis je les relayerai à Christelle. Mais par rapport à ce que tu dis, donc on comprend que le coiffeur avait une fonction sociale, en fait, d'intermédiation entre les personnes, c'est ça? Absolument, la fonction du coiffeur. Si on pense, c'est vrai que je n'ai pas parlé beaucoup de l'industrie du bien-être, donc l'industrie du bien-être, effectivement, c'est un héritage massivement asiatique pour l'Europe, parce que le massage, c'est quelque chose qu'ils ont hérité des populations indo-aryennes, qui sont arrivées à partir juste avant le Moyen-Âge d'ailleurs, et tout au long du Moyen-Âge. Et le bien-être aussi, une partie du bien-être est héritée une fois de plus de l'Afrique. Par exemple, la pratique du sauna, elle est purement africaine. Donc, ça n'a rien d'occidental. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai créé mon organisation, donc Femmes Noires Sensuelles, enregistrée depuis 2017, qui fait la promotion. Bon, la première partie, c'est la promotion de la formation du couple africain, mais les deux autres parties sont le bien-être et le mieux-être. Alors, le bien-être, c'est tout ce qui concerne l'alimentation, c'est tout ce qui concerne effectivement les pratiques d'activité sportive, c'est surtout de la prévention. C'est-à-dire que j'émets beaucoup de messages et je travaille beaucoup avec les jeunes, notamment basés en Afrique, pour qu'ils comprennent que la nourriture que l'on consomme aujourd'hui en Afrique n'est pas nécessairement la nourriture que nos grands-mères consommaient en 1960 au moment des indépendances. Le cube magie, par exemple, ce n'est pas quelque chose d'africain. Aujourd'hui, c'est rare de rencontrer des Africaines capables de cuisiner sans cube magie. Que s'est-il passé quand on connaît les dégâts causés par ce cube? Si je prends encore un autre exemple, c'est par exemple tous les problèmes des maladies cardiovasculaires qui frappent aujourd'hui énormément les communautés africaines, les AVC, les diabètes, les tensions artérielles, le mauvais cholestérol, etc. Ça, c'est dû aux habitudes alimentaires qui ont été transformées. Les Africains ne sont pas censés manger 3 à 4 fois par jour, en plus des aliments, des féculents de mauvaise qualité. Ce qu'on appelle les féculents de mauvaise qualité dans le milieu, c'est le pain, c'est le riz, ce sont les pâtes et ce sont les pommes de terre blanches. Ça, il n'y a rien de pire pour les Africains, plus l'alcool. Puisque quand on fait ce cocktail-là, effectivement, à 40 ans, on a de sérieux problèmes cardiovasculaires ou des développements de diabète. Donc ça, c'est la partie bien-être et la partie mieux-être qui est une approche beaucoup plus holistique. C'est-à-dire que les gens vont intégrer une activité physique qui va, comment dirais-je, corriger peut-être les maladies ou alors les inconvénients qu'ils ont pu développer et travailler aussi sur le mental, c'est-à-dire réapprendre à aimer la lecture et apprendre à ne plus. Moi, je ne suis pas abonné sur Netflix, je n'ai jamais eu d'abonnement TV et je ne suis pas jeune. Donc, c'est possible de vivre sans télévision et de trouver le temps, même avec des enfants, de faire du sport. Si vous n'avez pas de télé, vous avez plein de temps devant vous. Donc, voilà, on essaie de rééduquer un petit peu nos populations en se fondant sur l'histoire. Puisque ça, c'est un petit peu mon parcours de chercheuse en mode, c'est étudier les tendances. Et dans les tendances, on se rend compte que tout ce qui concerne le bien-être et la beauté
où l'esthétique africaine se trouve dans les cultures africaines, même aujourd'hui en 2020. Alors, c'est super ce que tu nous dis, Christelle. Il y a Maureen qui réagit en disant quand on dit que la femme noire consomme le plus de produits cosmétiques, est-ce une réalité? Et quel est le poignet moyen de la femme noire femme noire serait ah oui, et que le panier moyen donc, de la femme noire serait le plus élevé. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui est largement diffusé par les médias. C'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour l'Europe. J'émets énormément de réserves concernant l'Afrique, parce que l'Afrique est à 70% rurale. Donc, l'Africaine moyenne a difficilement accès aux produits de consommation de masse, hein, tout ce qu'on peut avoir disponible sur les commerces ici. Deuxièmement, la femme noire, comme je le disais, est focalisée sur l'achat de produits, pas l'achat de services. Si on tient en compte l'achat de services, la femme blanche dépense plus, parce c'est elles qui vont chez les esthéticiennes, c'est elles qui vont chez les coiffeurs, c'est elles qui vont chez les prothésistes ongulaires quasiment toutes les semaines. C'est un rituel. Les femmes africaines au spa, moi, j'en vois pas souvent, hein. Très bien. Ah, Stéphane, il demande une petite précision. Est-ce que tu traites plus de la coiffure masculine plutôt que féminine, ou les deux, ou comment? Et qu'en penses-tu de la tendance de s'éclaircir la peau? Alors, les coiffures africaines, bah, ça touche tout le monde. À l'origine, en fonction des régions, les hommes aussi étaient censés coiffer. Le fait de le rasage systématique de l'homme est arrivé avec l'influence occidentale, malheureusement, et notamment l'influence occidentale à partir du XXe siècle. Puisque vous regardez, même dans l'histoire des Occidentaux, les cheveux longs ne sont pas admis dans tous les milieux, même aujourd'hui en 2020, puisqu'il y a un code derrière, hein, qui est un code de rébellion, qui est un code de dandy. Et le dandysme, ça vous renvoie à Oscar Wilde, qui était clairement homosexuel, hein. Donc, il faut faire attention à ça. Et la deuxième partie de la question, alors excusez-moi, je ne m'en souviens plus. Que penses-tu de la tendance de s'éclaircir la peau? Alors, la dépigmentation, c'est un héritage, on va dire, alors c'est à la fois colonial et pas colonial, parce qu'en fonction des régions, l'histoire est différente. C'est exactement comme pour l'histoire capillaire du continent africain. Prendre des exemples afro-américains pour expliquer la situation de la dépigmentation en Côte d'Ivoire, c'est très limite. Si vous prenez par exemple la région du Maghreb, la dépigmentation a commencé à partir des invasions indo-ariennes, c'est-à-dire les Libanais principalement et les Iraniens. Ils sont arrivés, ils étaient à peau claire et ils préféraient effectivement, lorsqu'ils voulaient se marier, puisque la plupart des colons, ce sont d'abord des hommes qui viennent s'installer avant de faire venir les femmes quelques siècles plus tard, ils choisissaient effectivement les femmes qui avaient les peaux les plus claires. Donc c'était de préférence les phéniciennes. Et c'est comme ça que les autres ont commencé à développer des complexes d'infériorité. Ça, c'est valable pour l'Afrique du Nord. Maintenant, si on prend le cas de l'Afrique de l'Ouest, je vais être très spécifique, je vais parler de la ville de Saint-Louis au Sénégal, vous avez l'histoire des signares. Et les signares, ce n'est pas la même chose. C'était des femmes africaines qui étaient les concubines de colons portugais ou français et qui ont eu des enfants et qui ont créé des sociétés métisses qui ont justifié une forme de, comment dirais-je, de colorisme, de discrimination sur la base de la couleur de peau. Ça, je le développe notamment dans mon ouvrage Afropolitanism and the Black Blogosphere. C'est là que je parle spécifiquement de la question du métissage comme outil de destruction massive ou de magnificence. Donc ça dépend du point de vue, hein, ça dépend qui parle et quelle société. Si je prends le cas de l'Afrique centrale, nous avons eu, moi je suis originaire de l'Afrique centrale, des orphelinats de métis. Donc souvent en Afrique centrale, les gens vont dire « Oh, il y a des gens qui sont clairs, mais on ne sait pas pourquoi ». Non, il y a un tabou historique qui plane. Vous avez eu Madame Aïdjo, par exemple, qui était issue d'un de ces orphelinats de métis. Donc ce n'est pas quelque chose qui est dit ouvertement, mais c'est une des raisons, par exemple, puisque l'exemple est même bien choisi, c'est qu'elle a été choisie pour être première dame du Cameroun au moment des indépendances. Donc imaginez l'impact que ça a pu avoir sur la Camerounaise de base à partir de 1960. Et on est étonné que toutes les chanteuses de soukous soient décapées. Donc ça dépend des régions. Donc il faut être très spécifique.
Ok. Modeste dit, y a-t-il un intérêt pour une créatrice africaine de créer une marque de cosmétiques pour les Africains en Occident? On rejoint le thème du business là, on y arrive. Alors, si la démarche, elle est pan-européenne, pourquoi pas? Parce que si on prend le pays le plus peuplé d'Africains en Europe, c'est la France, hein. Ensuite, le deuxième, c'est le Royaume-Uni, suivi du Portugal, de l'Allemagne, de l'Espagne. Et puis maintenant, la Suisse est en concurrence avec la Roumanie. Donc effectivement, il y a un marché, mais c'est un marché très restreint, sachant que c'est pour ça que je dis toujours qu'il ne faut pas faire la comparaison avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est 40 millions de Noirs qui parlent la même langue, qui ont strictement la même histoire. L'Europe, on va dire que ça va être peut-être 25 millions d'afro-descendants, maghrébins inclus, qui viennent d'un continent qui a plus de 2500 cultures, plus les Antillais. Donc vous voyez que les gens ne sont pas arrivés de la même manière, pas pour les mêmes raisons, et qu'ils n'ont pas les mêmes habitudes, ils n'ont même pas les mêmes intérêts. Donc effectivement, se lancer dans ce type de business, pour avoir consulté beaucoup de ces marques, bon, il faut avoir une vision pan-européenne. C'est le seul conseil que je peux donner. Parce que si on se limite à la France ou si on se limite à Petit Paris, donc dans un contexte européen, on va faire faillite, hein. Et la durée de vie de ces marques aussi entre 30 mois et 24 mois. C'est intéressant ce que tu nous dis parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui, par, comment on va dire ça, euh, pas chauvinisme parce que ça renvoie, mais tu vois ce que je veux dire, par le fait de se revendiquer afro, donc on crée que des petits trucs entre nous. Et là, tu nous dis complètement autre chose. Tu dis qu'il faut avoir une vision qui est beaucoup plus large pour pouvoir, justement, parce que là, on est dans le domaine de l'entreprise, du business, pouvoir justement survivre. Alors, comment tu fais le lien, justement, et quels conseils tu donnes, justement, puisque tu es venu nous parler du business, de la santé, du bien-être, donc pour justement voilà, des personnes qui sont là, mais au-delà, quels conseils pour justement survivre demain, quoi? Alors pour survivre demain, il faut déjà prendre le temps de comprendre cette industrie. Parce que la plupart des gens qui se lancent dans la création de marques de cosmétiques à visée ethnique, déjà ne se posent pas la question pourquoi les coiffeurs noirs, les coiffeurs asiatiques, les coiffeurs maghrébins, les maquilleurs noirs, etc., pourquoi nous, on ne se lance pas là-dedans alors qu'on a été formés. Tous, on a eu des modules sur comment créer sa marque. Ils ne se posent jamais ces questions-là. C'est parce qu'on connaît le marché. Nous, on sait comment réagissent les clientes. Nous, on a les produits, on reçoit, on est harcelé par les multinationales à chaque fois qu'un nouveau produit est censé sortir pour le grand public, puisque lorsque vous sortez de vos écoles de formation, etc., vous êtes automatiquement absorbé par les syndicats professionnels. Donc, vous êtes juste, avant que le produit ne soit commercialisé au grand public, il est d'abord proposé aux professionnels et il est mis à l'essai pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois, en fonction des pays. Et ils attendent un retour de notre part. Donc, si on leur dit ce produit-là ne fonctionne pas bien, nous, on a trouvé qu'à usage professionnel, c'était peut-être mieux de le laisser aux professionnels plutôt que de le mettre sur le marché, eh bien, ils tiennent compte de nos avis. Donc, il y a énormément de produits. Si je dois donner une statistique, je dirais qu'il y a à peu près la moitié des produits qui devraient être vendus qui ne le sont pas. Pour la simple raison qu'ils ne sont pas conformes pour les professionnels. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est surtout le problème de la distribution. En fait, lorsque vous créez votre marque, aujourd'hui c'est facile, vous créez une marque blanche, vous allez dans un laboratoire en France, en Allemagne ou en Italie, puisqu'en Europe ce sont les fiefs des laboratoires de qualité, qui sont, je le précise, hein, la plupart sont possédés par les multinationales, hein. Donc il faut savoir que vous vous mettez dans un marché pour vous battre contre Procter Gamble et vous utilisez leur laboratoire pour sortir votre marque, hein. Ça, il faut le savoir aussi, hein. Donc, ça veut dire que ce que vous avez n'a aucun secret pour eux, hein. Donc, vous vous lancez dans la création d'une marque, ça va vous coûter à peu près 30 000 euros pour une demi-gamme, hein, c'est-à-dire 3 à 4 produits maximum. Et ça va vous prendre entre 2 ans et demi et 3 ans pour les sortir, les breveter, avoir. Donc, 3 ans, 30 000 euros pour avoir quelques échantillons parce que le stock ne sera pas grand. Et après, en fait, vous vous rendez compte que pour pouvoir réaliser vos ventes, il faut un gros marketing. En fait, le budget marketing doit coûter 5 fois plus que le budget de production. Et généralement, c'est ce qui tue les marques. C'est que
Vous-même, lorsque vous allez au supermarché, est-ce que vous regardez les marques inconnues? Vous regardez les pubs que vous voyez à la télé? Qu'est-ce que vous achetez? Ben, c'est pareil pour tout le monde. Moi, je ne vais pas acheter quelque chose que je ne connais pas. Enfin, si, moi, je le fais. Mais bon, la plupart des gens ne le font pas. Et c'est pour ça, c'est ce qui tue les marques. C'est-à-dire que les marques vont investir 30 000 euros pour être produites, pour une petite série et avoir peut-être 1000 exemplaires divisés en 4 produits. Et puis de l'autre côté, il faudra dépenser 5 fois plus pour avoir un début de visibilité. Je dis bien un début de visibilité. Donc vous comprenez bien pourquoi L'Oréal, Procter Gamble, Shiseido sont des produits très peu chers, parce que tout leur argent est mis dans le marketing. Après, je vous laisse deviner le type de qualité que vous pouvez avoir disponible en supermarché. Alors, il y a Serge qui avait levé la main. Est-ce que ça tient toujours? Oui, c'est bon. Tu veux poser ta question, Serge? Oui, donc en répondant justement aux précédentes questions, elle a répondu l'une de mes questions que je m'apprêtais à poser. Donc, c'était beaucoup plus sur les processus en fait de mise en place des produits qui pourraient être destinés aux Africains. Donc, mais j'ai toujours une autre question. C'était aujourd'hui le constat est fait, il est fait, c'est que voilà nos sœurs, malheureusement, que ce soit en Afrique et ici, dont se dépigmentent et utilisent des produits qui sont à but éclaircissant et autres. Mais est-ce que c'est pas aussi dû au fait que finalement, on ne valorise pas nos produits locaux? On n'a pas une capacité de transformer ces produits. Je prends l'exemple très simple de l'huile de corps. Chez nous, bon, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Donc, il y a une huile de palmiste, en fait, qui est très, très bien pour la peau. Elle est très bonne pour la peau. Elle enrichit la peau. Bref, elle s'adapte à nous. Malheureusement, ce produit n'arrive pas ici dans les grandes surfaces. Est-ce peut-être le focus, notre énergie, et peut-être aussi avec votre contribution, est-ce que ce n'est pas là où peut-être il faut aller chercher, on va dire, la solution, l'une des solutions à nos problèmes? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est aussi pour les cheveux. C'est le conseil, il est là. Donc, voilà, nos sœurs ont toujours des cheveux, malheureusement, qui viennent d'ailleurs. Est-ce que c'est pas aussi un problème peut-être de pouvoir déterminer, mettre en place peut-être des, former des coiffeuses qui pourront peut-être mieux gérer voilà, les têtes de nos sœurs et autres. Donc, voilà. Merci, Serge. Donc, sur la question de la disponibilité donc, de la denrée pure en Afrique, qui n'est pas consommée ou qui n'est plus consommée, parce qu'elle a été consommée. Pour moi, il y a eu un tournant décisif à partir des années 70. Jusque dans les années 70, vous regardez les photos des Africaines, elles étaient coiffées à l'africaine, elles étaient habillées à l'africaine. Personne n'était décapé. Les années 70, arrivaient des premières télés, notamment au Ghana, en Afrique du Sud, en Angola, et là, ça a été la catastrophe. On a allumé la télé, on vous a mis directement Diana Ross, qui a des cheveux artificiels, qui a une peau artificielle, qui a une poitrine artificielle, etc. Donc, ça, c'est ce que j'appelle l'élément Diana Ross. Donc, c'est une influence étrangère et c'est l'effet de miroir. Le petit écran, c'est magique. On le voit avec les réseaux sociaux. Donc, voir une noire sur un petit écran avec des cheveux de Mami Wata, forcément, ça détruit complètement la représentation qu'on pouvait se faire de la femme africaine, même elle-même. Et puis les hommes noirs qui ont aussi beaucoup suivi ces femmes-là, il faut dire la vérité. C'est-à-dire que autant on parlait tout à l'heure de colorisme, autant le colorisme et le fait d'être une afro-américaine, c'est considéré comme des trophées en Afrique. Donc accuser les femmes africaines d'être, comment dirais-je, des aliénées, non, elles répondent à la demande. Si la demande, c'est celle de M. Paul Biya, ou si la demande, c'est celle de M. Senghor, c'est-à-dire M. Senghor qui fut exogame, M. Paul Biya qui est coloriste, forcément, vous attendez à ce que le peuple les suive. Vous n'allez pas vous attendre à autre chose. Si un Paul Biya ou un Senghor avait fait comme un Mandela ou un Mugabe, en épousant des Africaines, on va dire, qui ressemblent à leur population, je pense qu'on aurait beaucoup moins de problèmes de défrisage, de tissage et de dépigmentation. Donc maintenant, acheminer les produits purs, on en revient toujours à la notion de marché. L'ergonomie, c'est la science de l'économie, mais de l'économie dans le sens des proportions. Le marché occidental, donc le marché blanc, avec le Japon inclus, entre guillemets, c'est 10% de la population mondiale. Les États-Unis plus l'Europe, c'est 700 millions de personnes. On est 7 milliards d'humains. Quel intérêt les Africains ont à vendre de l'huile de palmiste à des mélano-récessifs, parce que c'est le terme scientifique pour dire peau blanche, donc des gens qui n'ont pas de mélanine, donc des gens qui n'en ont pas besoin. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de mélanine, c'est qu'ils en ont moins.
Donc, ils n'ont pas besoin d'huile de palmiste. Et deuxièmement, sur un marché qui est déjà largement bombardé. Je veux dire, nous vivons en Europe, ou pour ceux qui ont l'expérience de l'Europe, et on voit les rayons dans les supermarchés seulement. On voit la parapharmacie seulement. Je ne parle même pas d'Internet en ce qui concerne la beauté. Où est notre place là-dedans? Alors que nous avons un marché d'1 milliard de personnes sur le continent africain, pour l'huile de palmiste seulement. Je ne parle pas de l'Asie, je ne parle pas du Brésil, je ne parle pas de l'Amérique du Sud. Pourquoi est-ce que nécessairement le rapport doit être vertical lorsqu'on pense l'économie de la beauté? Pourquoi est-ce que ce n'est pas horizontal? Oui, C'est oui, je super. comprends. Ouais. Je passe juste les questions. Donc, il y a Stéphane qui confirme ce que je lui dis, Christelle. Donc, non, Docteur Sacco qui dit donc l'Afrique n'a pas de problème concernant les matières premières avec l'Europe, entre parenthèses, les produits cosmétiques. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons la forêt primaire, la deuxième forêt primaire après le Brésil. Donc, tout est sur place. C'est maintenant une question de mentalité. Bon, c'est en train de changer dans certains pays. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait posé une question concernant la formation. Je suis aussi dans la formation. Je travaille dans une école de coiffure, notamment à Paris. Enfin, je travaillais avant le confinement. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Effectivement, dans le cadre de la formation, c'est la première chose que j'enseigne à ces étudiants. Déconstruire leur image de l'industrie cosmétique. L'industrie cosmétique, elle peut être horizontale. L'industrie cosmétique, en Europe, elle a commencé à être organisée à partir de 1960 pour les professionnels et à partir du début du XXe siècle pour les multinationales. Vous savez qui a amené le shampoing en Europe? Un Indien, en 1860. Avant 1860, en Angleterre, en Europe, personne ne savait ce que c'était qu'un shampoing. Shampoo, c'est un mot qui vient d'Asie. Donc, c'est pour vous dire le retard qu'ils avaient accumulé. On n'a pas besoin de ça. Nous, on se lavait avec les feuilles de goyave. Enfin, pour la région d'Afrique centrale, par exemple. Pour d'autres régions, c'était autre chose. D'accord. Il y a Maureen qui dit que pensez-vous des jeunes femmes donc de la diaspora et les métisses qui rentrent en Afrique avec des formules développées aux États-Unis ou en République dominicaine, montent leur business depuis 5 ans à des prix qui sont parfois élevés pour la population locale? Par exemple, elle cite la Côte d'Ivoire pour les francophones. Comme je disais tantôt, ce sont des personnes qui n'ont pas fait d'études de marché et on peut déjà anticiper ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'elles essaient de faire du premium là où vous avez du chômage massif, là où vous avez des gens qui ont difficilement accès à l'eau, et ça c'est pareil pour tout le continent africain, et là où les réseaux de distribution sont inefficaces puisque 70% des Africains vivent dans les campagnes. Donc, ce sont voilà, c'est pour ça que je dis que dans Femmes Noires Sensuelles, on travaille le mental. Il faut travailler déjà le mental, comprendre qui on est, quelle est sa place et comment accepter sa culture. Donc, quand on manque de culture, excusez-moi, hein, c'est littéralement ce qui se passe, parce que si elle savait que l'industrie cosmétique avait été samplée des cultures africaines, tout le monde connaît l'histoire de Palmolive, hein, l'huile de palme et l'huile d'olive, qui ne poussent ni en Angleterre, ni aux Netherlands, aux Pays-Bas. Pourtant, la multinationale qui s'est accaparée de Palmolive est moitié hollandaise, moitié britannique. Qui leur a appris qu'on pouvait se laver avec l'huile de palme et l'huile d'olive? Voilà, c'est tout. Il faut se poser les bonnes questions. Alors, il y a Paola qui réagit quand tu parlais du Cameroun. L'ethnie Bamileke considère que épouser une femme à peau claire, c'est être sage de prospérité. Il n'y a pas que, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et on voit les dégâts. C'est ce qui entretient la pratique de la dépigmentation, notamment en Afrique centrale. Vous avez aussi la série télévisée qui passe en RDC, La famille Pembe. Et quand on sait que Pembe, ça veut dire blanc en lingala, ça donne froid au dos. Quand on voit qu'il s'agit d'une endogamie, c'est un papa métis, un monsieur métis avec sa femme métisse qui ont 7 filles métisses, si je me souviens bien de mémoire, qui ont des yeux verts, etc. Et elles sont considérées comme les Kardashians en RDC. Vous pouvez imaginer les dégâts que cela cause sur la Congolaise moyenne qui regarde ce spectacle tous les soirs à la télé. Tout à fait. Il y a Ernest qui va dans son sens, qui raconte qu'au Cabinda, la politique des Portugais imposait à toute jeune fille de faire un enfant métis avec un colon avant de se marier. Oui, je le développe dans mon livre sur l'afropolitanisme and the Black Blogosphere, où je parle justement des cas espagnols, portugais, français
et britannique. Donc, je compare la notion de métissage à l'époque coloniale dans ces pays-là. Et effectivement, la brutalité du système portugais, qu'on appelle le lusotropicalisme, imposait en fait aux femmes africaines qui souhaitaient migrer au Portugal d'avoir un enfant métis. Sinon, ce n'était pas possible de migrer au Portugal. D'accord. Modeste dit, quels sont alors les bons produits pour les Noirs en Occident qui se rapprochent donc le plus des produits que nous utilisons en Afrique, d'après toi? Moi, je n'utilise que de l'huile de coco ou du beurre de karité. Hein. Aujourd'hui, on peut s'en procurer. Hein. Sinon, dans le pire des cas, il y a l'huile d'olive, hein, mais allez-y avec le parfum. D'accord. Alors, Serge, tu veux poser ta question? Après, on va ouvrir. Oui, Tu voudras interpeller directement Christelle? oui, je reviens encore. Donc, et du coup, j'ai essayé de suivre tout ce que tu as dit, mais la question, c'est comment est-ce qu'on s'en sort? Quand je dis on s'en sort, c'est côté business. Déjà, en Afrique, on est inondé, comme tu l'as dit, avec tous les produits qui viennent de l'Occident et le porte-monnaie de nos femmes, voilà, de nos sœurs et autres vont vers tous ces magasins pour consommer ces produits. Et pareillement ici, il y a quelques individualités ou quelques exceptions où des gens vont peut-être prendre des produits, comme tu dis, l'huile au coco. Moi, j'en ai à la maison et d'autres huiles naturelles. Comment est-ce que nous, on peut mettre la main sur ce pactole-là pour que, quand je dis nous, c'est nous, Africains, les industries africaines, pour essayer de prendre en fait cette manne-là de nos sœurs et, sur les produits occidentaux, que ce soit en Afrique, que ce soit ici. À ton avis, c'est quoi la solution? Parce que finalement, c'est ça. Il faut qu'on s'approprie nos produits et qu'on en tire un bénéfice. Alors la solution, je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé dans dans l'industrie de la mode au Nigeria. Donc moi, à l'époque où je travaillais beaucoup avec le Nigeria, durant les 14 ans passés dans le monde anglophone. Alors, quand j'étais styliste de photographie et qu'il y avait une célébrité nigériane qui arrivait, qui devait présenter bon, généralement, c'est Nollywood. Hein. Alors, ce qui se passait, c'est que on faisait les tours des créateurs africains et donc on prenait leurs vêtements et on imposait en fait à la vedette qu'un choix de vêtements de créateurs africains. Et on l'a fait D'accord. pendant des années. Ah, Aujourd'hui, ça c'est quand vous allez au Nigeria, vous venez avec Yves Saint Laurent, vous êtes ridicule. Il faut venir avec des marques africaines. Donc, on a commencé ce travail-là à partir du début des années 2000. Et aujourd'hui, en 2020, vous regardez tous les milliardaires nigérians, leurs femmes sont toujours habillées en créateurs africains. Donc, je pense que c'est la même chose que nous essayons de faire au niveau de la beauté. C'est pas facile parce que moi, je travaille avec des jeunes, des millennials. On n'a pas les mêmes codes. Ils ont grandi avec Internet, ce qui n'est pas mon cas. Mais on réussit à trouver des terrains d'entente de manière à pouvoir propager, c'est-à-dire leur faire prendre conscience que la tendance, c'est justement d'être près de la nature, en fait. Hein. Le vrai luxe, c'est d'avoir de l'huile de coco, pas d'avoir un truc fabriqué qui est copié de l'huile de coco. Super, bah ça rejoint ce que dit Maureen en conclusion, enfin pour conclusion de ce que tu dis. Donc, avez-vous constaté une tendance du retour au naturel dans tous les secteurs de la beauté? Alors moi, je n'appelle pas ça une tendance. J'en parle d'ailleurs dans mon premier essai, Beautifying the Body in Ancient Africa and Today, parce qu'il y a toujours eu des Grace Jones, il y a toujours eu des Whoopi Goldberg, il y a toujours eu des Nina Simone. Si on prend par exemple la photographie des Afro-Américaines célèbres tout au long du XXe siècle. Bon, Grace Jones n'est pas afro-américaine, mais si on prend Joby Valente était aussi naturelle. Donc c'est la seule différence, c'est que Internet a amené un outil de communication de masse supplémentaire qui est majeur, puisqu'Internet en anglais, ça s'écrit avec un I majuscule. C'est impossible de l'écrire en minuscule, parce que pour eux, c'est une révolution. Dans le monde anglophone, Internet, ça bat la radio, ça bat la télé, ça bat la presse, ça bat le téléphone. Donc, être sur Internet, c'est beaucoup plus important qu'être sur n'importe quelle autre forme de média. Et c'est la raison pour laquelle, alors les millennials, une fois de plus, on en revient à la culture, manquant de culture, ont décidé que c'est un retour au naturel. Non, vous regardez les icônes des années Pam Grier, vous regardez les chanteuses africaines des années 60-70, elles étaient toutes naturelles. Donc, il n'y a pas eu de discontinuité. C'était juste une question de visibilité dans les médias des autres. Ah bah, c'est super, Christelle, tout ce que tu nous dis. Et je pense que ça peut réconcilier beaucoup. Est-ce que parmi vous, ah bah Franck, vas-y, tu peux prendre la parole et interpeller Christelle.
Ok, d'accord. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question. Il y a un phénomène que j'ai constaté de mon côté maternel. J'ai de plus en plus de mamans qui ont de la calvitie de plus en plus jeune. Bon, je ne sais pas si c'est un phénomène qui est spécifique à l'Afrique. En tout cas, en France, je vois rarement chez les femmes des femmes très jeunes ayant la calvitie. Est-ce que je pourrais avoir une explication peut-être à ce phénomène-là? Oui, il y en a plusieurs, puisque l'alopécie, parce que chez les femmes, ce n'est pas vraiment la calvitie, elle a deux formes. Donc l'alopécie de traction, donc celle à cause des tresses trop serrées, et puis l'autre forme d'alopécie qui est plutôt d'origine hormonale. C'est-à-dire qu'il y a eu, et là on en revient à l'alimentation. Donc vous comprenez pourquoi mon travail maintenant, c'est d'aller à la route du problème. Vous voulez avoir une belle peau, de beaux cheveux, commencez par regarder ce que vous mettez dans vos assiettes. Si vous mangez constamment du foufou et du riz, le foufou et le riz, ce sont des triglycérides trop compliqués pour les intestins des afrodescendants, puisque ce ne sont pas les céréales principales qui poussent en Afrique, hein, hormis Madagascar et quelques points en Afrique de l'Ouest. Tous les autres Africains ne sont pas censés avoir comme céréale principale le riz ou le blé. Donc, par conséquent, lorsque vous intégrez après, parce que vous savez que pour changer de gène, il faut 25 000 ans, hein, donc une transformation génétique sur le corps humain, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, lorsque vous passez d'une alimentation, par exemple, à base de fonio, de mil, de racines, brutalement à une alimentation à base de farine blanche, en plus, parce qu'ils ne vont pas chercher dans la qualité en général, eh bien, ça a des répercussions sur vos hormones. Et les hormones dominantes chez les femmes pendant les années procréatives, hein, de 18, on va dire, bon, allez, de 13 à 50 ans, ça va être les œstrogènes. Et les œstrogènes ne supportent pas l'excès de sucre. Donc, quand il y a un excès de sucre, les œstrogènes se dérèglent et c'est le cortisol qui prend le dessus, qui est l'hormone du stress. Et le cortisol, quand le cortisol s'exprime sur l'organe le plus grand du corps, qui est la peau, eh bien, ce sont des démangeaisons et c'est de la perte de cheveux, entre autres. Mais il y a d'autres raisons, hein. Mais généralement, c'est ça, hein, c'est purement l'alimentation. On ne mange pas bien parce qu'on ne fait pas la différence entre manger et se nourrir. Se nourrir, ce sont les nutriments, vitamines, minéraux. Les vitamines, minéraux, il n'y en a pas beaucoup dans le riz pour nous, il n'y en a pas beaucoup dans les pâtes pour nous, il n'y en a pas beaucoup dans le pain, il n'y en a pas beaucoup dans la pomme de terre blanche. Waouh, c'est super. Franck, tu as un complément? Tu veux un droit de suite? Pour compléter la question, est-ce qu'il existe-t-il des solutions pour pouvoir renverser la tendance ou pas, tout simplement? La rééducation. C'est tout le propos de mon think tank et de l'entrepreneuriat social que j'ai commencé à Paris, même si il n'était plus commercial en Angleterre. C'est que systématiquement, pour pouvoir aborder le sujet de l'esthétique et du bien-être avec les populations afrodescendantes, on est obligé de les éduquer systématiquement. C'est impossible. Pour moi, hein, je pense que ce n'est pas efficace de vouloir vendre des produits si vous ne pouvez pas éduquer les gens. Puisque c'est la raison pour laquelle on se trouve dans cette situation. Tout le monde vend des produits en Afrique, mais personne n'est éduqué. Donc, on ne va nulle part. Donc, pour la dernière question, je prendrai un exemple. Une personne qui a perdu un peu ses cheveux jusqu'à la quarantaine, ou la cinquantaine, si elle démarre une rééducation, est-ce qu'il y a-t-il une chance qu'elle retrouve ses cheveux? Et ça serait finalement dans combien de temps? Ah, tout dépend, c'est au cas par cas. Bon, Feu Gillette Levat, peut-être que vous connaissez, avait créé un institut, donc en 1996 au métro Pasteur, qui est toujours ouvert. Malheureusement, elle nous a quittés l'année dernière. Et avant elle, il y avait une dame martiniquaise qui, dans les années 60, avait ouvert le premier salon dédié aux cheveux crépus. Et cette dame aussi nous a quittés alors en 2017. Et elle s'appelait Madame Josépha et son salon s'appelait Josépha. Donc, dans les années 60, il y avait déjà, bien avant les États-Unis et l'Angleterre, il y avait déjà des femmes noires à Paris qui avaient ouvert des salons et des instituts spécialisés dans le traitement du cheveu crépus. Donc, je ne peux pas donner de réponse générale, c'est au cas par cas. Il faut voir avec les coiffeurs, il faut voir avec les dermatologues, il faut voir avec la personne. Est-ce qu'elle veut vraiment s'en sortir? Parce que, comme je dis, il faut carrément changer l'alimentation. C'est holistique, hein, l'approche. Il y a Stéphane qui a levé la main. Tu peux y aller, Stéphane. Oui, merci Dimitri. Donc, j'avais posé une première question, hein.
parce que enfin, moi, ce que j'ai ressenti un peu dans le discours de Christelle, c'était qu'en fait, il fallait arrêter d'essayer de titiller un peu les gros acteurs hein, au niveau de la cosmétique. Mais enfin, moi, j'ai vu sur LinkedIn, hein, il y a une marque qui s'appelle Les Secrets de Loli, donc je ne sais pas si tu en as entendu parler. Moi, j'ai l'impression que ça fonctionne. Donc, du coup, quelle est la stratégie derrière hein? Donc, pourquoi est-ce que voilà, une marque comme ça qui va cibler un peu ses cheveux texturés, pourquoi ça fonctionne? Et Alors, après, oui, juste la deuxième question, bon, il n'y a pas trop de lien, mais c'est sur la question des métis. Donc, moi, j'aimerais savoir, c'était quoi, qu'est-ce qu'on aurait dû faire des métis au final, s'il fallait pas comme ça les exposer pour éviter d'aliéner le continent. Voilà, donc c'était les deux questions. Alors, sur la première question, les secrets de Loli, c'est exactement ce que je disais. C'est que les secrets de Loli ne s'est pas focalisé uniquement sur le marché noir. Les secrets de Loli, dont je connais bien donc la gérante, elle paye un directeur commercial qui est un homme blanc d'une 50aine d'années. Et c'est lui qui va faire le porte-à-porte. Parce que tous ces coiffeurs blancs et tous ces coiffeurs asiatiques, tous ces coiffeurs non noirs sont habitués à voir des hommes parler de l'esthétique, comme ils sont habitués à voir des hommes parler de la mode. C'est comme ça en Europe, c'est le patriarcat. Donc, elle a compris, elle a pris leur code, et à la limite, quand elle l'accompagne, parce que elle le dit ouvertement, elle ne l'a jamais caché, elle se fait passer pour son assistante. Ça lui coûte très cher, mais ça lui rapporte beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est un des secrets parce que c'est quelqu'un qui a choisi de se focaliser d'abord sur la France et les dom-tom, enfin ex-dom-tom, je ne sais plus comment on les appelle. En ce qui concerne la question du métissage, elle est très très vaste parce que tout dépend du contexte de l'époque. Est-ce que c'est une grille de lecture sémiologique comme la mienne, puisque moi je m'y intéresse dans mon livre Afropolitanism and the Black Blogosphere, je m'y intéresse de manière artistique et j'utilise comme outil de réflexion les signes. Et les signes, c'est aussi bien la langue que le code de couleur, que le code des formes. Et donc, je compare les codes de couleur occidentaux avec les codes de couleur et de forme africains. Et là, effectivement, je ne sais pas si vous avez le terme, vous connaissez le terme métis dans vos langues. Est-ce qu'il existe dans vos langues? Voilà, c'est le genre de questions qu'il faut se poser. Bon, il y en a qui connaissent pas trop leur langue aussi. Hein. Ah bah, il faut les apprendre. Serge, là, Stéphane, là, tu viens de mettre une petite douille dans le camp de... Non, mais il y a Karine qui dit « Je reviens sur le retour du naturel ». Elle pense qu'il y a quand même une tendance à ce que les gens reviennent au naturel, notamment dans les médias. Est-ce que Karine, tu veux développer peut-être? Non, moi, oui, alors je dirais que moi, je pars sur mes yeux qui voient, hein, sur les yeux, et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a des choses qui sont en train de changer de ce côté-là. On a plus facilement, on voit beaucoup plus de filles noires avec leurs cheveux naturels, ce qu'on voyait pas beaucoup avant. Et donc, même, je vois, on est nombreuses à échanger sur le sujet et à se donner des conseils aussi sur les produits à utiliser. Et donc, ça, ce n'est pas des choses qui étaient valorisées avant. Je me dis que sur ce sujet-là, le chemin va être très, très long. Et je dirais que la mayonnaise prend beaucoup plus ici en Occident qu'en Afrique. Et donc, je dirais qu'effectivement, il y a beaucoup plus, on porte plus facilement nos cheveux au naturel. C'est le sentiment que j'ai, hein, et voilà. Okay, merci Karine. Et pour rebondir dans le même sens que Karine, moi si je prends mon exemple, moi je remarque une chose, par exemple quand je vais au Congo-Brazzaville, généralement les gens, la majorité, elles portent, les femmes, elles portent des perruques. Mais quand elles me voient arriver avec mes cheveux crépus, ben, je vous assure qu'il y en a qui arrêtent de porter leur perruque pendant que je suis là. Et dès que je reviens, elles remettent leur perruque. Donc, c'est pour cela que je dis, c'est peut-être parce qu'il manque aussi des modèles. Parce que l'être humain aime bien copier. Mais si les modèles qu'on leur propose aujourd'hui, c'est que les cheveux longs,
ben, naturellement, elles vont là où, voilà, là où c'est plus publicité. Donc, je pense qu'il y a un réel travail à faire dans ce sens-là. Il nous faut des modèles, comme disait Christelle, voilà, les hommes. Hein, on attend de vous aussi que vous puissiez vous impliquer parce que le problème, ce n'est pas seulement pointer du doigt sur les femmes parce qu'on porte, on porte. Pourquoi on porte? On les porte, c'est pour vous faire plaisir. C'est pour répondre à une demande qui est là. C'est pour vous plaire. On le fait. Eh oui. Quel plaidoyer. Non, mais elle a raison, hein, Léocadie. Hein. Pardon? Non, Léocadie a tout à fait raison hein, de dire ça. Hein. Voilà. Donc, Christelle, voilà, comment tu réagis? réagis? Global. Tout le monde est concerné. Et à la fois en parlant de cheveux, ce que dit Léocadie, et en parlant de peau également, ça va être les filles claires, elles ont plus de succès. Alors les filles, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles cherchent à devenir claires. Alors voilà, donc moi, je n'ai pas ce problème-là. Hein. Je suis en naturel et je suis foncée. Voilà, nous, on est fiers d'être naturel. Mais il y en a qui ont ce problème-là. Christelle, moi, j'aurais juste une question. Maureen, vas-y. Vas-y, Maureen. Oui, bonsoir, Christelle. En fait, c'est juste pour rebondir à ce que disaient Léocadie et Karine. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Par contre, je trouve que vous avez soulevé un point qui est très, très important à mes yeux. Et ça, effectivement, j'ai constaté sur Paris. J'ai 32 ans. Hein. Du coup, je l'ai vu qu'il y a une rééducation qui se fait. Il y a pas mal de salons qui s'ouvrent dans les beaux quartiers de Paris, hein, où on rééduque l'enfant depuis la base. On voit pas mal, notamment au niveau, moi je le fais, hein, au niveau des auteurs de livres pour enfants. On le voit au niveau des poupées, dans la représentation, la représentativité. Et surtout, on a maintenant la possibilité, dès le plus jeune âge, d'emmener son enfant dans un salon. Mais là, c'est une question de volonté ou bien de visibilité. Mais ça, la rééducation, ça, mis à part le fait de voir des femmes avec leur afro dans la rue, il faut savoir qu'on repart à la base de plus en plus. Et même au niveau de la peau, il y a des conseils et pour hommes et pour femmes. Et le constat que je fais, c'est que bizarrement, il y a plus de parents qui sont des grands-parents blancs qui ont des enfants métis que des noirs eux-mêmes. Vous avez des papas blancs qui sont en train de coiffer leurs enfants métis. Donc, il y a aussi ça que moi, je constate, qui est de la rééducation qui est de plus en plus importante. Et il y a des plateformes comme nos filles qui vendent même leur magasin à Seine-Saint-Denis en ce sens. Voilà. C'était vraiment là-dessus que je voulais insister qu'il y a vraiment une rééducation importante qui est faite au niveau de la diaspora, en tout cas. Quand ils décident de revenir au naturel, ils le font pas qu'un peu, quoi. Voilà. On prend Régis, une question comme ça, Christelle, tu pourras répondre en bloc. Moi, j'ai une remarque et une question. Ma remarque, oui, je suis un ancien de L'Oréal, donc je suis un peu rentré dans le sujet. Effectivement, je rejoins Christelle sur le sujet de l'alimentation. En fait, le cheveu est alimenté par ce qui rentre par la bouche et non pas par ce qui arrive sur le cheveu. C'est-à-dire la puissance de ce qu'on mange aura plus d'impact que ce qu'on met sur le cheveu. Maintenant, par rapport à cela, malgré tout, je vois que, par exemple, sur L'Oréal, ils ont du mal à attaquer l'Afrique parce que est-ce que les produits sont trop chers ou pas? Et j'avais appris que malgré tout, en fait, les vendeurs français déstockent en Afrique. C'est-à-dire que ce n'est pas L'Oréal qui attaque directement, mais c'est les stocks qui sont invendus en France qui partent en Afrique par des voies intermédiaires. Donc, je suis un peu surpris malgré tout qu'en fait, que les produits en question arrivent quand même sur le marché africain et sont achetés sur le marché africain. Ça, c'était ma première remarque. Et ma question est la suivante. Concernant le cheveu, j'ai eu une discussion avec une amie qui me dit « Oui, mais en fait, la perruque nous protège les cheveux de la casse. » Est-ce que ça, c'est vrai ou faux? Protège de quoi? La perruque protège le cheveu de la casse. Le cheveu va se casser. Ah, d'accord. OK. À toi, Christelle. Je vais commencer par Régis. Donc, la perruque, déjà, elle est née en Afrique. Hein. La perruque la plus ancienne exposée dans un musée occidental, c'est au musée d'Ontario d'égyptologie. Et c'est une perruque, donc en fibre végétale, qui ressemble à des cheveux crépus. À l'origine, la perruque, elle se mettait uniquement quand on était chauve. Donc, Néfertiti, elle était complètement chauve. Hein. Donc, il fallait se raser. C'était un signe de richesse pour montrer qu'on était capable de vivre sans poux. Parce que les gens qui avaient les cheveux malheureusement, devaient se battre pour retirer. Et vous savez ce que c'est que les poux sur les cheveux crépus, une catastrophe. Hein. C'est pour ça qu'en Afrique, souvent, on rase les enfants quand ils ont des poux. On ne cherche pas à comprendre. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, effectivement, la perruque, si on est chauve en dessous, oui, là, c'est un acte africain de porter des perruques
crépus si on est chauve en dessous. Mais si on a des cheveux en dessous, là, c'est plus africain. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est Louis XIV, voilà, c'est de la mauvaise copie. Ensuite, en ce qui concerne l'arrivée des cosmétiques de masse occidentaux en Afrique, c'est ce qui a, ça n'est pas arrivé qu'à L'Oréal, c'est arrivé à Mariquet, c'est arrivé au groupe Estée Lauder, la contrebande. Il y a énormément de contrebande en Afrique. Moi, à chaque fois que j'y vais, que je me balade dans les salons de coiffure, les salons de beauté, vous allez avoir une crème. Je connais l'odeur de la crème, je connais la crème, et lorsqu'on l'utilise en Afrique, lorsqu'on l'ouvre, ce n'est pas la même. Donc, on conserve les emballages. Et c'est un des freins principaux au développement des marques de cosmétiques en Afrique. Ils ne peuvent pas gérer le marché de la contrebande. Pour en revenir aux remarques faites par Karine et par une autre dame. Alors, dans le monde de la mode, on a on va dire deux postulats. Il y a la perception et la réalité. Et ça, la perception et la réalité, quand on regarde l'image, ça n'a absolument rien à voir. Je vais donner un exemple très concret et très bref. Souvenez-vous qu'une marque de bière irlandaise avait mis en avant des sapologues en Afrique du Sud. Il me semble que c'était Guinness. Et tout le monde avait applaudi en disant « Guinness s'intéresse aux sapologues, bravo, ça veut dire qu'on est accepté par le marché du blanc. » Non, Guinness, c'est une bière irlandaise. L'Irlande, c'est la Pologne de l'Europe du Nord. C'est-à-dire, l'Irlande, c'est un pays pauvre, c'est un pays ruiné. Et la bière, en Europe, nous vivons la plupart en Europe, c'est la boisson du pauvre, c'est la boisson du peuple. Donc, mettre un verre de bière, une pinte de bière dans les mains de quelqu'un qui porte un costume à 7 000 ou 70 000 euros, parce qu'il est noir, le message, alors la perception pour celui qui ne sait pas, il va dire « oh, c'est bien », mais la réalité, pour nous qui savons, c'est une insulte. Donc, c'est un peu la même chose avec tout ce qui concerne le milieu dit nappy. Comme je disais tantôt, vous allez trouver sans interruption des images de femmes noires avec leurs cheveux crépus du début de la création jusqu'à 2020, sans interruption. C'est maintenant qui est-ce qui a amené cette tendance à les cacher. Et c'est là que je renvoie à la télévision et aux premières dames africaines. Combien de premières dames africaines, depuis 1960, ont conservé leurs cheveux naturels? Les superstars en Afrique, ce sont nos ministres. Et les chanteurs et les musiciens. C'est ça, les superstars en Afrique. On n'a pas bon, peut-être un petit peu au Nigeria, ils ont quelques acteurs et actrices, mais sinon, la célébrité, ça reste le footballeur, sa femme, les ministres. Voilà. Et la plupart de ces gens-là, il ne faut pas oublier que ce sont des complexés. Ce sont des complexés sociaux. Hein. Je renvoie Pierre Bourdieu, Distinction. Voilà, ils ont le capital économique, mais ils n'ont pas de capital culturel, ils n'ont pas de capital. Ils ont le capital social, ils n'ont pas le capital symbolique. Donc, ils imitent bêtement. Il n'y a pas d'autre terme. Et il me semblait que c'était la seule. J'ai répondu, je pense, à tout le monde. Oui, il me semble. Il y a Ernest qui voulait faire une intervention et certainement poser aussi une question. Vas-y, Ernest. Non, la petite remarque, c'est ce que Christelle a dit tout à l'heure, qui m'a intéressé en disant que la créatrice de Loli a compris les codes du milieu professionnel et utilise un blanc de 50 ans pour toquer aux portes. Et je trouve cette remarque très, très importante pour les créateurs d'entreprises, parce que, pour vous donner une petite expérience, dans les années 91-90, moi, j'avais créé une entreprise et des autres copains aussi ont créé, on était un petit club, hein, dont, si vous tapez des hommes et des systèmes, vous verrez Pape Ngom, Amadou Ngom, des hommes et des systèmes, comment dire, la société informatique. Et on avait compris à ce moment-là que quand tu créais, pour réussir, il fallait s'associer à un blanc. Et personnellement, mon expérience, même aussi Pape Amadou, il est directeur général, mais il avait pris un associé blanc. Et moi, à l'époque, quand j'ai créé, j'avais pris aussi quelqu'un qui était blanc. Et effectivement, chaque fois qu'on allait défendre un dossier en informatique, hein, chef de projet ou pour une informatisation, le couple qu'on était faisait qu'on gagnait les projets, quoi. Mais quand c'est moi qui me présentais, quand j'étais dans un cabinet, ça marchait, mais dès que j'ai créé et que tu te présentes ton nom, ça change. Donc, c'est important de connaître le code et voilà. Et en fait, c'était un peu cette recette, nous, que nous avions
à l'époque quand nous avions commencé. Et je ne sais pas aujourd'hui, les nouveaux créateurs, vous qui êtes des consultants en informatique, ce que ça donne aujourd'hui. Mais c'est important de connaître les codes cachés d'un milieu professionnel pour le percer, enfin, pour pouvoir faire des affaires. Voilà. Merci Ernest de cette contribution, puisque c'est ce qui prouve que les cheveux blancs que tu portes nous donnent de bons conseils à nous autres jeunes qui sommes derrière. Donc, on accepte et on prend. Merci Christelle. Alors, je vais te laisser le mot de la fin. Le temps est avancé. Je vous remercie parce que c'était passionnant. On aimerait encore entendre Christelle, mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres occasions pour cela, puisque nous avons vraiment découvert une vraie game changer ce soir. Je crois que tout le monde est unanime. Quelqu'un qui maîtrise son sujet, qui nous apporte vraiment un éclaircissement parfois sur des questions qu'on se pose et aussi sur l'origine des choses. Et ça, c'est bien parce que ça nous remet en place et ça nous remet, comme on dit, dans les rails pour pouvoir justement nous projeter. Parce que moi, j'ai toujours aimé cette prof qui m'a marqué en me disant que pour être innovant, il faut être passéiste, dans le sens de connaître son passé pour justement pouvoir amener des choses nouvelles. Et tu nous permets ce soir, Christelle, en tout cas, voilà, de nous réconcilier avec le naturel, avec nos produits qu'on a, et aussi d'encourager ceux qui sont dans le business, en tout cas, des 3 thèmes que tu as défendus, que ce soit le bien-être, la santé et la beauté, bah, de savoir utiliser des stratégies, quel que soit le marché où on est, parce que voilà, c'est bien d'avoir une très belle idée, mais c'est pas bien de mourir avec trop tôt. Donc, si vous avez compris le message, il faut savoir être ouvert en stratégie. Et donc, sachez que African Valley est là aussi pour vous accompagner par rapport à tout cela. Et Christelle doit nous quitter impérativement à 25. Donc, je vais lui laisser le mot de la fin et vous dire que la semaine prochaine, c'est Christian Matumona qui sera présent parmi nous, qui nous présentera donc sa solution pour accompagner donc, les universités et les grandes écoles. Et vraiment, soyez au rendez-vous parce que, comme toujours, vous voyez, ce sont des choses intéressantes qui nous font avancer. Christelle, je te laisse le mot de la fin. Oui, merci beaucoup Dimitri et à tous les participants. Donc là, j'étais en train de taper justement parce que je lisais un petit peu les questions, où retrouver ce que je fais. Donc là, je viens d'envoyer Patreon/Fin de Mois Sensuel, donc qui sont les podcasts que je fais, donc autour du couple africain, autour du bien-être, autour du mieux-être. Alors pour mes livres, les livres en anglais sont sur Amazon, les livres en français sont chez Aniboué. Donc je mets aniboué.com et je mets aussi également donc mon éditeur britannique, booksofafrica.com. Pour conclure, oui, c'est un sujet qui est vaste. Bon, je me suis focalisée ce soir sur l'industrie de la beauté parce que c'est l'industrie qui est la plus, on va dire, l'une des plus populaires au niveau de notre communauté. Mais sur le bien-être, c'est encore autre chose. Et le mieux-être, c'est quelque chose qui est en train de se développer, quelque chose qui commence à arriver un petit peu plus dans nos communautés. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité. Et puis, je suis sur tous les réseaux sociaux. Non, pas sur TikTok, pas sur Snapchat. Ok. En tout cas, ce fut un réel plaisir et je crois que tout le monde peut lever le pouce quand même, s'il vous plaît. Voilà, pour que les écrans prennent des belles couleurs. Voilà, on encourage Christelle. C'était vraiment formidable. Et merci de cette intervention de haute qualité. Et comme je le dis, voilà, on sera amené à se revoir parce qu'il y a des sujets communs que nous allons porter, notamment mois de janvier, nous serons sur un focus Nigeria et je crois qu'on a échangé sur pas mal de choses. Donc voilà, donc à très bientôt Christelle et merci à tous. Et donc rendez-vous lundi prochain pour un nouveau thème aux Afterwords des Game Changers by African Valley. À plus. À plus, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir, au revoir.